on fait en sorte en fait de pouvoir être le plus réactif possible. Et c'est vraiment inscrit dans ce qu'on fait. Et s'il y a besoin d'aller dépanner entre midi et 2 ou le soir en débauchant, quand on voit qu'il y a vraiment besoin, on arrive à gérer ça. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leur entreprise. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, mon métier c'est d'aider des entreprises à développer leurs performances, alors je suis naturellement passionné par l'impact de la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent chaque jour cette magie à leur façon. Aujourd'hui, je reçois Chris Dessalles, associé et ancien co-gérant de l'entreprise Atech, une enseigne bien connue au Sables d'Olonne, spécialiste de l'équipement image, son, cuisine et électroménager pour les particuliers et les professionnels. Avec Chris, on parle de son parcours, de son enfance dans les îles jusqu'à la création de Atech avec son associé et ami Adrien Redeuil, mais aussi et surtout de sujets qui l'animent particulièrement, la réactivité et le service client. Chris explique aussi l'histoire de l'entreprise, ses déménagements, comment ils ont fait face à l'arrivée de grandes enseignes concurrentes, ou encore la formation des techniciens pour pouvoir réparer tout type d'appareil. Allez, voici Chris Dessalles, associé de Atech. Bonjour Chris. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Avec plaisir. D'habitude, on se voit le mercredi matin, mais là on est lundi matin, donc on fait une exception. Et on est là pour parler de toi et de Atech. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter toi ? Oui, donc je suis Chris Dessalles, ex-co-gérant de Atech, associé avec Adrien. Alors Atech, c'est un magasin de vente et de dépannage de tout ce qui est électroménager, télé, antenne, hi-fi, cuisine. Ce qui fait le Atech, H-A-T-E-C. C'est ça. Et donc c'est situé au Sables d'Olonne. Tout à fait, 50 avenue de Gaulle, oui. Voilà. Depuis combien de temps ? L'enseigne Atech, c'est une enseigne qu'on a créée il y a 5 ans, qui est issue de 2 vieux magasins des Sables, donc Télésables qui était un magasin de 73 et Cellier Technique qui était un magasin de 88. Donc on a avec Adrien d'abord racheté Cellier Technique en 2008, qu'on a développé, qu'on a amplifié un petit peu, et on a racheté Expert Télésables il y a 5-6 ans, et on a ensuite fusionné les deux et créé cette enseigne pour regrouper les deux. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc moi j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe, où j'ai vécu pendant 12 ans, donc ce qui je pense aujourd'hui m'a apporté un état d'esprit très ouvert et très tolérant. Donc j'ai quitté la Guadeloupe pour les études parce qu'il y avait pas beaucoup de voies là-bas pour les études suivantes. Donc je suis rentré en France dès la seconde pour faire ma fin de scolarité ici et puis trouver un petit peu mon parcours. Je suis parti au départ dans la psychologie. J'ai été faire un DUG de psycho à la fac et en parallèle je faisais de l'informatique en perso, et je me suis rendu compte que finalement la partie informatique m'intéressait plus que la partie psycho, donc j'ai cherché ensuite un contrat de qualification dans la partie informatique, donc qui m'a permis de voir que ce que je connaissais déjà en informatique, c'était des bases qui étaient plutôt très solides, et que finalement la formation m'apprenait pas beaucoup plus que ce que je savais déjà, mais ça m'a permis sur cette formation d'apprendre tout ce qui était gestion, communication, vente, etc. Des pôles qui n'étaient à la base, je pensais pas pour moi. Et donc quand j'ai pu intégrer un poste plus concret où je faisais plus que du dépannage, c'est là où il a fallu un poste de vente, donc c'était complètement à l'envers de ce que moi je faisais, et je me suis dit finalement tout ce que j'ai appris là sans forcément y attacher d'importance, ça va être très important, et effectivement ça a permis de booster la partie vente, de développer le rayon que je tenais à l'époque, et puis finalement d'arriver à acheter un magasin avec mon associé, quoi. Ouais, donc c'est ça, bien. Finalement tu commences à faire de l'informatique, après tu te retrouves à vendre aussi de l'informatique, puis au fur et à mesure c'est ça, de l'informatique, et par le magasin, c'était un magasin expert déjà à l'époque, donc par le magasin expert, vendre de l'informatique et les produits associés, donc c'était caméscope, appareil photo, de la télévision, de la machine à laver, etc. Et c'est ce qui a fait que quand on a cherché avec Adrien quelque chose
pour nous, on s'est dit, bah voilà, c'est ce qu'on sait faire, donc faut rester sur ce qu'on sait faire et puis l'amplifier. Et ça, naturellement, avec Adrien, vous avez eu rapidement en fait cette envie-là. Comment c'est venu ? C'est venu du fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait chacun sur nos pôles. Adrien s'occupait de la partie antenne et moi je m'occupais de la partie informatique dans ce magasin, un grand magasin de 1000 m². Et on s'est rendu compte qu'on avait chacun sur nos pôles nos clients et que nos clients venaient pas pour le magasin mais venaient pour nous. Et c'est là qu'on s'est dit, sur un grand magasin, en fait, je prends l'exemple de la télévision. Moi, je m'occupais de la partie informatique. Il y avait 2 vendeurs qui s'occupaient de la vente des téléviseurs. Quand j'avais un client qui venait me voir pour acheter une télé, c'était aberrant. Il y a 2 personnes qui sont là, qui connaissent les téléviseurs, alors que moi, je les connaissais pas. Donc, qui sont beaucoup plus compétentes que moi sur ça. Pourquoi est-ce que le client veut que ce soit moi qui lui vende une télé alors que moi j'ai pas cette compétence et qu'il a 2 personnes qui peuvent. Et on s'est rendu compte qu'en fait on avait, grâce à nos rayons, développé une clientèle qui nous était fidèle et c'est là qu'on s'est dit faut qu'on bosse pour nous, parce que ce qu'on fait nous avec nos petits rayons entre guillemets, si on le fait sur l'ampleur d'un magasin, voilà, c'est gagné quoi. Donc c'est là où ça nous a donné envie de se dire faut le faire pour nous. Et c'est comme ça qu'on a cherché un magasin. On a passé 2 ans à chercher un magasin à acheter. Donc la démarche était longue, mais finalement, elle a porté ses fruits, quoi. Le point central, c'était la relation client. Ouais. Et que finalement, le produit vendu derrière vient après. Il faut le connaître, bien sûr. Mais le premier lieu, c'est de créer ce lien avec le client. C'est ça, le lien avec le client qui est formidable. D'accord. Donc, tu as parlé rapidement de l'histoire de Atech. Qui fait suite à différents rachats. Ouais. Donc ça se crée. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de l'évolution ? Donc ce moment où pendant 2 ans vous cherchez à racheter un magasin. Ouais. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, comment vous arrivez jusqu'à Atech ? Jusqu'à là, en fait, c'est ça. On a visité plusieurs magasins qui étaient en vente. On a visité un magasin sur Pau. On était du côté de Royan. On a visité un magasin sur Saintes. Enfin, on avait quelques pistes et on avait un partenaire, un grossiste qui était partenaire et puis qui avait la vision des magasins qui allaient se vendre et voilà, qui était bien placé pour arriver à voir un petit peu les personnes qui arrivaient en fin de carrière, etc. Donc c'est lui qui nous a présenté le magasin des Sables, et quand il nous a présenté le magasin des Sables, il nous a dit, vous allez voir, c'est surprenant. Bon, ok, on va voir. Puis voilà, habitué à un magasin de 1000 m², on a vu beaucoup de magasins, donc on voyait un peu les fonctionnements, on voyait les avantages et inconvénients à chaque fois. Et quand on est arrivé au Sable, on est rentré dans ce magasin et effectivement c'était très très surprenant. Habitué à un magasin de 1000 m², là on rentre dans un magasin de 100 m², donc ça paraît tout petit. Et là, les gens faisaient la queue, ils attendaient leur tour, sans broncher, sans rien. Wow. Alors qu'on était habitués, nous, à des gens qui râlaient dès qu'ils attendaient 3 minutes, quoi. Là, les gens étaient... et il y avait une file d'attente, quoi. C'était impressionnant. Sur un magasin de centre-ville, 100 m², et une file d'attente, et les gens qui attendent. Et là, on s'est dit, ouais, effectivement, c'est spécial. C'est en quelle année, ça ? 2000, le rachat 2008, donc ça, c'était en 2007, un an. Ouais, le rachat a pris 1 an à peu près, donc ouais, 2007. Ok. Et donc vous rachetez ce magasin. Et donc voilà, on visite et puis on se rend compte que y a le chiffre se fait, il y a de la rentabilité, il y a de la trésor. On se dit écoute, et puis il y avait les conditions qui faisaient. Il y a ils étaient 2 frères associés, un des 2 frères associés qui était déjà à l'âge de la retraite et puis qui poussait un petit peu pour prendre sa retraite, quoi. Donc on s'est dit il y a toutes les conditions qui sont réunies, le cadre de vie des Sables d'Olonne, ça ressemblait un petit peu à Royan, sur lequel on était habitué, même type de clientèle, donc on avait déjà cette vision de se dire, on voit comment développer, on sait, voilà, c'est les mêmes clients que ce qu'on a déjà, on sait faire. C'est ce côté rassurant aussi de se dire, on part pas dans l'inconnu complètement, ça reste nos domaines, on peut avancer avec ça. Juste avant de passer à la suite, et comment, parce que vous avez pas gardé ce local-là. Non, du fait. Comment à quel moment vous décidez de bouger et comment vous faites pour... Alors, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ça devenait compliqué en termes de parking. Il n'y avait pas de parking, tout simplement, hein, c'était une rue. Donc les gens se garaient au bord de la rue. Et nous aussi pour charger les camions, etc. Ouais. Et les travaux tout autour ont fait que la rue était de plus en plus saturée.
Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un local plus grand. Donc on est parti déjà dans la première démarche de se dire, faut qu'on regarde ce qu'il y a quels sont les locaux qui sont autour, où est-ce qu'on pourrait déménager le magasin et on récupérer un parking, etc. Et on était déjà en lien avec le magasin Expert, qui était un de nos concurrents finalement, mais un concurrent intelligent. Donc on arrivait à savoir un petit peu en termes de chiffres qui évoluait ou pas, qui prenait des parts de marché ou pas. On avait une bonne analyse commune et sur des chiffres qui étaient similaires. Et quand on lui a dit, nous, on va trouver un local plus grand, il faut qu'on déménage. Lui ayant 300 mètres carrés, il avait le triple de ce qu'on avait. Et il s'est dit, tiens, moi, comme j'ai envie de faire autre chose, ça peut être la bonne bascule. Et puis voilà. Puis effectivement, le local de 300 mètres carrés, on s'est dit, 3 fois plus grand, c'est bien. Ne soyons pas trop gourmands. Ça va évoluer déjà, c'est bien. Ok. En 2-3 chiffres clés, Atech, comment tu pourrais définir Atech? Atech, c'est 7 personnes, c'est 1,5 million de chiffre d'affaires. Pour toi, c'est quoi vos grandes réussites? Déjà, d'avoir réussi à tenir la route sur le long des années, d'avoir subi les crises et puis d'être toujours là aujourd'hui et toujours aussi compétitif, d'avoir toujours la niaque, puis voilà, d'être là, tout simplement. Et justement, d'être là toutes ces années après, on va parler un peu de la partie commerciale. Aujourd'hui, finalement, c'est qui vos clients et à quels besoins vous répondez? C'est assez vaste. On a des clients pro et particuliers. Sur le magasin, on travaille avec 80% de particuliers et 20% de pro, parce qu'on a quand même beaucoup d'hôtels, de restos, de choses comme ça. Donc on a de l'équipement qui se fait sur de la télé, de la sono, des éléments. Après, c'est vraiment hyper varié. On a équipé par exemple de la sono sur l'église des Sables. On a des clients, voilà. On a du monde un peu partout. Mais c'est 80% de particuliers, parce qu'on fait aussi beaucoup de dépannage. Faut penser que c'est une équipe de 7 personnes. Sur les 7 personnes, il y a 4 techniciens sur la route en permanence. Donc 4 techniciens qui font chacun 8 rendez-vous par jour. Ça donne une idée un petit peu du nombre de dépannages qu'on peut assurer. Et malgré ça, on a toujours un petit peu de délai aussi. Il y a toujours 2 à 3 jours déjà remplis, quoi. Ouais, d'accord. Donc, et qu'est-ce qui fait votre différence, votre force? La réactivité, pardi. J'ai déjà entendu plein de fois, je crois. Oui, c'est vrai qu'au BNI, c'est l'axe de communication, parce que pour répondre aussi à notre clientèle, la population des Sables, c'est une population relativement âgée aussi. Ces personnes-là, quand ils sont en panne, c'est très problématique pour eux. C'est presque vital, quoi. C'est angoissant aussi. Quand on les a au téléphone, on voit bien, on en a en pleurs au téléphone parce que la télé fonctionne plus. On sent bien ce côté presque vital. Donc depuis toujours, nous on fait en sorte en fait de pouvoir être le plus réactif possible. Et c'est vraiment inscrit dans ce qu'on fait. Et s'il y a besoin d'aller dépanner entre midi et 2 ou le soir en débauchant, on sait que on jauge l'urgence. Quand on voit qu'il y a vraiment besoin, on trouve un créneau, on se libère, on arrive à gérer ça. Donc la réactivité. Et comment, d'une manière générale, vous organisez votre développement commercial, à la fois côté pro, côté particulier, peut-être il y a de la com, etc. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers? Oui, on fait pas mal de partenariats en local. De plus en plus. Il y a quelques années, avec le groupement Pulsat, on faisait de la communication plus via des catalogues. On s'est rendu compte que le catalogue, c'était très compliqué de jauger le retour et c'était des investissements qui étaient relativement lourds à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va plutôt travailler sur de la communication via les SMS. En fait, c'est plus personnalisé. On a nos clients et ça n'a pas de sens d'envoyer un catalogue à tout le monde. Vaut mieux travailler sur notre base client et puis faire de l'opération pour nos clients. Donc c'est vrai qu'on travaille plus maintenant sur du téléphone. Les campagnes SMS, c'est vraiment que c'est efficace. Faut pas en abuser parce que on n'est pas là pour spammer non plus. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que ça permet de répondre aux personnes qui ont des besoins. Et c'est le canal, c'est un canal très très personnel en fait. Ouais. Alors depuis pas mal d'années maintenant, les Sables se développent beaucoup. On a vu l'arrivée de
de grandes enseignes, notamment d'électroménager. Comment vous avez vécu ça Très mal au départ. Un peu peur. Oui, au départ, on se dit faut reprendre les chiffres. Sur les sables, on était quand même déjà pas mal. Le plus gros phénomène, c'était l'arrivée de Darty sur les sables. L'arrivée de Darty, c'est un grand nom au niveau de l'électroménager. C'est le nom parle de lui-même, alors que nous, sur des enseignes comme Pulsat, c'était plus compliqué. Il fallait faire comprendre ce qu'on faisait. Comme aujourd'hui avec l'enseigne ATEC. L'enseigne ATEC, c'est un magasin. Voilà, la personne ne pense pas forcément à ce que ça représente derrière par rapport à des gros comme Darty. Quand Darty est arrivé, on s'est dit va falloir faire attention, va falloir être concentré et puis voir comment ça se passe et puis bien analyser leur arrivée et puis l'impact que ça va avoir sur le commerce, etc. Et en fait, on se rend compte que la concurrence est toujours une bonne chose parce que ça te permet de montrer que sur un tarif similaire, tu peux apporter du service, tu peux apporter plein de choses et que finalement, les grands ne font plus. Donc aujourd'hui, c'est devenu presque une vitrine. Ils ont de l'exposition à mort. C'est parfait parce que nous, on a 300 mètres carrés aujourd'hui. On arrive à avoir une expo qui est franchement top. Mais tu dis, par rapport à 1000 mètres carrés, ils ont des produits en plus, c'est parfait, ça permet de les voir, et on a des clients qui s'ils veulent voir un produit et qu'on ne l'a pas en rayon, qu'ils l'ont, ils vont le voir, et puis nous, on sait que derrière, on fait le business. Donc au final, ça a été un petit peu stressant au départ, parce qu'on s'est dit, ça fait encore un acteur supplémentaire qui arrive sur le secteur. Qu'est-ce qui va nous piquer comme marché et comment derrière il va falloir qu'on réajuste la structure parce que s'il nous prend des parts de marché automatiquement il va falloir trancher un petit peu et puis réduire la voilure et en fait non, pas du tout, c'est même l'inverse qui se passe, c'est que ça permet, en fait ça donne un visu qui est plus facile et les gens qui ont vu un produit ils savent que c'est le même prix et que nous ça va être livré, installé sous 2 jours. Bon, en général c'est plutôt pas mal. Ouais, donc ce que tu dis, c'est la concurrence est bénéfique pour tout le monde. Complètement, ouais. Finalement, à partir du moment où tu es pro et que tu fais ce qu'il faut, la concurrence, c'est pas un problème. C'est vraiment ça. Bon. Aujourd'hui, donc on est en 2024, c'est quoi vos enjeux commerciaux de cette année ? Là, on a vécu une année un peu spéciale. Ouais, de plus. Ouais, c'est vrai. Depuis quelques années, on a l'impression que chaque année est un peu spéciale comme ça. Non, les enjeux maintenant, c'est de continuer le développement. Je m'occupe plus particulièrement de la partie cuisine qu'on développe. Là, ça fait 2 ans que le développement est bien lancé. Donc, les enjeux en ce moment, c'est de pérenniser ça, de continuer en fait à avoir ce développement qui rapporte aujourd'hui. La partie cuisine, c'est des clients supplémentaires qu'on n'a pas forcément sur l'électro. C'est aussi une réponse à nos clients électro qui veulent changer des électros et puis aussi de l'ameublement. Donc c'est un pôle qu'on développe. Et puis, cette partie-là, en ce moment, c'est ça. C'est pérenniser cette partie qui se développe bien et qui ne demande qu'à être stable. Bon, je te propose qu'on parle un peu de management. Ouais. Donc, tu as parlé tout à l'heure des collaborateurs. Donc, tu as parlé de techniciens. Finalement, comment elle est organisée l'entreprise ? L'entreprise aujourd'hui, donc on est 3 en magasin. Ouais. Mon associé qui est le gérant du magasin aujourd'hui, un vendeur qui s'occupe de l'ensemble du magasin, de la télé et puis de l'électroménager. Et moi qui suis sur la partie cuisine et qui suis aussi en renfort sur la partie électroménager télé quand il y a du monde. On est apte à répondre à toutes les demandes. Vous êtes 7, c'est ça ? On est 7, c'est ça. Ouais. Comment tu définirais la culture d'entreprise de ATEC aujourd'hui ? Par exemple, tu as parlé de la réactivité. Ouais. Si toi, tu es réactif, mais que les 6 autres collaborateurs ne sont pas réactifs, par exemple, ça ne marche pas. Effectivement, oui. Donc, comment ce serait quoi, finalement, vos valeurs communes, votre vision commune du métier, quoi ? C'est le service client. À la base, c'est répondre aux clients, répondre favorablement aux clients. Donc pouvoir enchaîner un rendez-vous de plus, pouvoir enchaîner une livraison de plus. Quel que soit le technicien ou le vendeur, mon vendeur de temps en temps, quand il y a besoin de faire une livraison entre midi et 2,
il charge une machine, il va la livrer rapidement entre midi et deux, ou dépanner un client qui est en panne avec son décodeur canal. Ou, voilà, les valeurs, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ce service client qu'on aime rendre service au client. Même si on peut pas être partout, voilà, on fait en sorte d'être justement le plus réactif pour ça, parce qu'on sait que c'est un service qui est formidable. Ouais. Donc ça, c'est au départ avec Adrien, vous aviez ça en commun. Ouais. Comment vous faites à un moment pour le partager ? Est-ce qu'à un moment c'est un truc que vous avez décidé à dire tiens, nos futurs collaborateurs et les collaborateurs qui vont venir doivent aussi avoir ces mêmes valeurs, ou alors on peut leur enseigner ? Comment ça marche ? Je pense que c'est un savant mélange de tout ça, parce qu'on n'a jamais été on n'a jamais été leur demander ce genre de choses. Mais je pense que comme on le fait naturellement, on donne l'exemple un peu. Donc comme on le fait, chacun se rend compte que dans une journée classique, arriver à caler un rendez-vous de plus, on est tous capables de le faire. Donc voilà, faut arriver à faire en sorte que ce soit pas quelque chose de systématique et d'obligatoire. On est là pour faire du service. Donc le service, c'est du traitement d'exception. Là, j'ai quelque chose où effectivement, faudrait le faire tout de suite. Les techniciens sur le terrain vont le faire d'eux-mêmes. Il y a des choses où ils sont en face d'une machine qui est complètement HS et puis il faut la remplacer. S'il y a possibilité, ça sera remplacé dans la journée. Si le client est OK pour... si le client a le souhait... En fait, c'est ça, on jauge par rapport au client aussi. Si le client il a ce souhait d'être dépanné tout de suite parce qu'il en a un besoin, on va se débrouiller, on va le faire. Et on n'a pas eu besoin de l'écrire, en fait. C'est quelque chose qui... Je pense que c'est plus une transmission orale, un état d'esprit. Comme on le fait, c'est normal, et comme on nous voit faire, c'est normal de faire, puisque c'est le fonctionnement normal, quoi. Ouais. Donc on est plus dans des notions de leadership, en fait, où tu incarnes, tu fais simplement, et donc le fait que tu fasses de cette façon-là donne envie, d'autres à le faire donne aussi. envie. Et puis faut pas oublier qu'on en a aussi de la satisfaction. Quand tu as dépanné un client, que le client est satisfait, que tu repars et qu'il a la banane, ça te fait plaisir à toi aussi. Donc eux aussi ont besoin de ça. Ça leur fait plaisir d'avoir pu dépanner. Ouais. Comment vous mesurez d'ailleurs cette satisfaction client ? Est-ce que vous avez des enquêtes régulières ou des choses que vous faites ? Non, il n'y a pas d'enquête. C'est plus du ressenti en vrai. Ouais. On voit bien le delta qu'il y a entre la détresse du client qui a besoin d'être dépanné tout de suite et puis le sourire de quand on repart et que tout fonctionne et le soulagement, quoi. Ouais. Donc non, il n'y a pas de mesure, c'est vraiment un ressenti au jour le jour. D'accord. Et je me souviens aussi une fois où j'étais passé au magasin et où je voyais les clients qui arrivaient et qui étaient très heureux de venir te saluer, qui attendaient pour venir te saluer aussi. Oui, parce qu'un client satisfait, finalement, c'est ça, c'est une expérience positive, et puis derrière, tu passes juste dire bonjour et tu as ce rappel de ça s'est bien passé, on est content, tout ça, c'est magique. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez une façon d'organiser l'activité et le planning des équipes ? On a un logiciel, tout simplement, ouais. Un agenda qu'on a sur chaque technicien a sa session sur l'agenda, et on a la main sur l'agenda de chaque technicien. Et pas que les techniciens, sur nos agendas aussi. Parce que Adrien avec ses rendez-vous fournisseurs, moi sur mes rendez-vous cuisine, etc. Et puis notre vendeur qui de temps en temps va se mettre une livraison. Voilà, on essaye de caler tout ça sur le planning. Donc ça permet d'organiser. Ça permet pour la logistique aussi. Par exemple, on sait que quand on a des grands frigos à livrer, ça rentre pas dans tous les véhicules. Donc ça permet au niveau de la logistique de voir un petit peu, voilà, le grand camion il est dispo là. C'est donc ça nous permet d'avoir un visu sur la semaine, le mois, l'année. Voilà, Et après, chaque personne a son téléphone. C'est accessible via les téléphones, ouais. Okay. Pour la petite histoire, on avait même équipé de tablettes à la base. Ouais. Parce que c'est plus lisible que le téléphone, mais le problème c'est que quand tu es en extérieur, la tablette c'est pas forcément pratique à déplacer. Ouais. Donc on est revenu finalement sur des téléphones qui sont moins lisibles mais plus pratiques. Ah ouais, c'est intéressant. On s'adapte. Dans certains secteurs, on entend beaucoup parler d'entreprises qui ont du mal à recruter. Ouais. Comment, et notamment avec
des nouvelles générations qui arrivent et puis qui s'en vont du jour au lendemain. Comment ça se passe de votre côté? Vous avez l'équipe est stable. Les difficultés à recruter, on en fait partie quand on a quelqu'un qui part, c'est toujours assez compliqué de le remplacer parce qu'il faut trouver des techniciens compétents, formés, qui ont envie de travailler. Donc oui, c'est toujours un peu complexe. Après, c'est à nous de donner envie et c'est à nous de montrer qu'il n'y a rien qui n'est pas faisable. On leur demande pas la lune, on leur demande de faire des journées qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que si demain un technicien n'est pas là, je peux prendre sa place. On est en mesure en fait de faire ce qu'il fait. Donc ça permet en fait de les rassurer aussi et puis de se dire on ne demande pas des choses impossibles. Le travail n'est pas c'est pas des choses c'est des choses qui sont faisables et voilà. Même si nous quand on va le faire on va peut-être en faire plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je disais on met 8 rendez-vous par jour, c'est parce que d'avoir été sur le terrain on sait que 8 rendez-vous c'est faisable et si tu as besoin d'en faire un 9e tu peux. Moi sur le terrain à l'époque je pouvais m'en mettre 10-12 sans problème. T'augmentes le rythme, tu peux pas demander à quelqu'un d'être tout le temps à fond. Faut aussi arriver à doser et il faut que ce soit possible. Si c'est pour qu'il soit tous les jours avec 1 heure de retard, ça sert à rien. L'ambiance sera pas bonne. Donc l'idée, c'est qu'il travaille confortablement. C'est une équipe, donc quand il y a besoin, quelqu'un peut prendre le relais pour donner un coup de main. On a ça régulièrement. Hein. Quand on arrive et puis que j'ai encore eu le cas il y a 2 ou 3 jours. Le technicien est arrivé sur place et en fait il y a un étage livraison de four et de lave-vaisselle, je peux pas le faire tout seul là. Donc il a appelé au magasin, je suis parti un quart d'heure lui donner un coup de main juste à monter les appareils. Une fois que tout était en haut on a descendu les anciens, je suis reparti et puis lui il a pu faire le taf sur place quoi. Je voulais parler aussi de responsabilité écologique, environnementale. Pendant pas mal de temps, on a parlé d'obsolescence programmée. Maintenant, les marques font de plus en plus, en tout cas de communication sur la réparabilité, etc. etc. Ouais. Tu as vu, toi, des évolutions ces dernières années dans ton domaine? Par rapport à l'obsolescence programmée, nous, ce qu'on a toujours vu, les appareils, ils tombent en panne sans raison. C'est même d'ailleurs un truc très drôle à chaque fois, les gens qui viennent ah oui mais hier ça marchait. Oui mais justement ça montre bien que ça prévoit pas, hein, ça montre bien qu'il n'y a pas de programmation, ça tombe comme ça tombe, c'est une bombe qui se bouche, on peut pas savoir qui va se boucher. Donc non, ce qui s'est passé c'est que on a eu un essor de beaucoup de marques d'entrée de gamme, de bas de gamme ou de no-name. Qui sont des appareils qui sont vendus moins cher parce que ce sont des composants qui sont testés et non viabilisés. Donc c'est des composants qui devraient être détruits à la base et au lieu d'être détruits, ils sont revendus moins cher. Donc aujourd'hui, on a un marché avec plein d'appareils comme ça d'entrée de gamme qui sont des appareils où on sait que ça peut pas durer. C'est des composants qui devraient être détruits à la base. Donc c'est pas des composants qui vont fonctionner. D'accord. Donc on sait que ça marchera pas. Ces produits-là, si ça dure 2 ans, 3 ans, voilà, c'est garanti 2 ans. En général, tu sais que c'est des produits, c'est échangé tout de suite quand ça tombe en panne. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de réparation. Donc, sur tout ce flux de produits-là qui est arrivé, fait qu'effectivement, la moyenne de vie d'un appareil, on va parler d'un appareil électro par exemple, un appareil électro, la moyenne de vie, c'est une quinzaine d'années. Quand tu as des appareils qui font 2 ans, 3 ans, la moyenne, elle s'écroule. Hein. Donc, effectivement, c'est là où on a beaucoup entendu parler de oui, c'est prévu pour tomber. Non, c'est pas prévu pour tomber en panne. Ça tombe en panne parce que le produit, il est pas fiabilisé, mais on l'achète au prix qui est pas fiabilisé. À un moment donné, il y a une cohérence sur tout ça. Quand on reste sur des produits classiques, c'est toujours une quinzaine d'années. Hein. C'est l'évolution. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Après, les marques reviennent aujourd'hui justement sur la réparabilité. C'est très bien. C'est ce qu'on fait nous depuis toujours. Réellement, on a toujours fait ça. On a toujours aussi sélectionné nos marques par rapport au fait qu'il y ait des pièces détachées, qu'on puisse les dépanner, que les pièces détachées ne coûtent pas un bras. Donc aujourd'hui, les marques sont en train de revenir un petit peu dans la réalité, tout simplement. D'accord. Ils se rendent compte que faut que ça puisse être dépanné, c'est ce que le client demande.
Et nous ça nous fait... nous, c'est assez drôle parce que finalement, c'est ce qu'on a toujours fait, donc on se rend pas compte. Et comment vous faites pour savoir réparer tous ces appareils? Vous êtes formé régulièrement par les marques, comment vous faites? Il y a les deux. Il y a des formations de marque et il y a surtout beaucoup de terrain. D'accord. Quand je dis un technicien 8 rendez-vous par jour, si tu arrives à avoir 8 machines par jour, au bout de la semaine déjà, tu as une belle expérience et ainsi de suite. Pour l'aparté, on a eu il y a quelques années un technicien électro qui est parti. Et à cette époque-là, on n'avait qu'un seul technicien électroménager. Donc quand il nous a annoncé qu'il partait, là on s'est dit, ça veut dire qu'on peut plus dépanner l'électroménager, c'est notre ADN quand même. Donc là on s'est dit, ça va être compliqué. Et puis je me suis formé avec lui. Je me suis dit, ok, le temps qu'on trouve quelqu'un, va falloir faire. Donc je suis parti sur le terrain avec lui. Et c'était vraiment ça. C'était à la fin de la première journée, tu dis, j'ai réussi à avoir 5-6 châssis de machines différentes. Ok, donc tu t'analyses et puis je pense que l'apprentissage sur le terrain, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. C'est autant la marque va pouvoir nous former sur des points spécifiques, des pannes un petit peu, des pannes peu courantes qu'on voit quasiment pas, et puis nous donner des éléments de réponse sur des choses où on peut buter parce que une panne qu'on ne comprend pas. Il y a des fois des choses on n'arrive pas à déceler parce que il n'y a pas de logique. Là, la marque peut arriver à aider en disant « Ah oui, effectivement, on avait rajouté ce composant-là. Est-ce que... Ah oui, effectivement, ce composant-là, il n'est pas visible, en fait. Donc oui, on va chercher. On a eu le cas une fois sur juste un petit aimant de porte qui se déclenchait pas. Il fallait démonter complètement le châssis pour voir qu'il y avait un aimant de porte. On ne le savait même pas, quoi. Donc les marques peuvent aider là-dessus, mais après, je pense que c'est vraiment la pratique sur le terrain qui fait qu'on apprend... Chaque jour, on se perfectionne, et aujourd'hui, les techniciens électro, c'est vraiment ça. Ils sont capables, en voyant une machine, de se dire, avant de savoir ce qui est en panne, de se dire, tiens, ça, sur ces châssis-là, je sais que j'ai déjà dépanné ça. Là, je pense que je sais ce que c'est. Encore un exemple concret, hyper concret même. Mes parents qui m'appellent vendredi, leur machine à laver en panne. Et donc à distance, hein, ils habitent à 2 heures de route, donc ils sont pas à côté. Et puis juste à l'analyse, je sais ce qu'ils ont comme machine, je connais le châssis à peu près. J'ai commandé une pièce. Je leur ai dit ramenez la machine. Ils venaient ce week-end, j'ai ramené la machine. J'ai commandé une pièce. Ils sont arrivés. J'ai fait on va voir, hein. Mais ils sont arrivés, j'ai démonté, j'ai changé la pièce, c'est bon. Ça te donne une expérience qui fait que, alors ça marche pas comme je leur ai dit, hein, je dis il y a 80% de chances que ce soit ça, hein. Après il y a 20% où ça peut être autre chose, j'ai pas vu la machine, hein. Là je l'ai fait sans voir, référence qui est assez vaste, c'est ça, tu connais un peu tous les châssis, tout, c'est comme notre dépanneur télé, faut penser qu'on fait tout ce qui est dépannage en interne toujours, donc ils ont une expérience qui est folle, quoi. Je te propose de passer à une partie plus perso, ouais. Sur ton organisation personnelle, ta motivation. Déjà, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin et à exercer ton activité ? Le fait de voir des gens. Le fait de voir des gens, le fait de pouvoir faire mes plans, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, avoir cette satisfaction des clients. Autant on peut avoir plein de moments où on se dit, des fois ils abusent, quoi. C'est... il faut venir tout de suite, oui, on gère l'urgence, on sait faire, donc à un moment donné, tout de suite, oui et non. Mais voilà, avoir ce retour de client qui est satisfait derrière, c'est vraiment ça qui donne la banane tous les jours, hein. C'est vraiment d'arriver à ce que ce service soit rendu. Donc tu es un professionnel investi chez Atech, mais tu fais plein d'autres choses à côté. Donc là tu sors d'un mandat de président du BNI. Ouais. Tu es aussi investi, tu vas en parler, mais en famille d'accueil pour des chiens. Pour les borders. Voilà. Donc t'as une famille aussi à gérer. Comment tu organises ton temps et peux-tu me parler un peu de ton organisation du temps ? Ouais, c'est presque planifié. C'est
tu fais en sorte en fait de te trouver ton cadre et de créer presque des routines. Tu sais que voilà, il y a les chiens, la famille, le travail. Donc tu sais que tu as un timing. Le matin, faut être à l'heure. Donc tu sais que la promenade, ça prend au moins 30 minutes. Donc tu sais que tu as 30 minutes qui sont prises pour ça. Et puis tu gères tes horaires en fait. C'est le plus compliqué, je crois que c'est les matins de BNI. Ouais. Tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais pour les borders, justement? Ouais, je trouve ça vraiment très beau. Donc c'est ma compagne qui fait partie d'une association qui s'appelle Borderline Collie. Et en fait, on peut dire ça, on sauve des chiens. L'idée, c'est de remettre un petit peu dans le circuit des chiens qui sont souvent maltraités ou qui sont pas éduqués. C'est souvent des chiens qui sont problématiques parce que ils connaissent pas forcément l'humain. Donc notre rôle, c'est de récupérer ces chiens et puis d'en faire des vrais chiens, de leur redonner un petit peu le plaisir d'être un animal de compagnie et puis ou un animal de travail des fois, parce que sur le border, c'est la grosse complexité de cet animal, c'est que c'est avant tout un chien de travail souvent et c'est pas, enfin, les gens ne les prennent pas comme des chiens de travail, donc ça peut vite dégénérer parce que ils ont besoin d'une grosse charge de travail mental et physique, et voilà, ça a été des chiens qui ont été beaucoup pris pour comme des labradors un peu, où c'est le chien pépère tranquille à la maison, alors que c'est un chien qui a besoin c'est un chien qui a énormément de besoins, autant physiques que de travail mental. Donc voilà, donc nous on les récupère, on essaye d'en récupérer qu'un à la fois parce qu'on a fait l'expérience d'en prendre deux et c'est très compliqué. Donc voilà, là aussi ça nous a appris. Et donc aujourd'hui on fait un chien par un chien, et puis selon le caractère, etc. Il y a des moments où ça peut être long, donc c'est combien, ça peut s'étaler sur combien de temps? Quand ça se passe bien, quand le chien est pas trop marqué, pas trop abîmé, tu sais qu'en 5-6 mois tu peux arriver à le remettre dans le circuit et puis à lui redonner des cadres, à le remettre comme il faut. Là concrètement, j'en ai un où je pense que si on arrive à le faire en 1 an, ça va être très beau. Là, ça fait déjà presque 2 mois qu'il est à la maison, on le touche pas encore. Wow. Il y en a qui sont très très marqués, et bon, voilà, faut redoubler d'efforts, et puis ça le fait. Bien. Comment tu fais toi pour te ressourcer? Qu'est-ce qui te fait du bien? La nature. J'aime beaucoup la nature. Là, tu vois, ça va être la période des champignons, là, c'est le bonheur. Je prie pour qu'il ne l'ait plus avant mercredi. Non, la nature. Alors, les chiens aident beaucoup pour ça, parce que c'est vrai que d'aller promener les chiens 2 fois par jour, ça fait passer 1 heure à l'extérieur à marcher en nature. Donc, c'est ce qui permet de décompresser, d'être juste. Voilà, tu as les oiseaux, tu as la fraîcheur matinale. Ça, c'est mon truc. Bon. Je rencontre aussi pas mal de dirigeants qui sont parfois un peu seuls dans leur questionnement. C'est-à-dire que dans l'entreprise, ils vont être le patron, donc ils peuvent pas parler de tout avec leurs collaborateurs, ils peuvent pas non plus parler avec leurs confrères de leurs difficultés, etc. Toi, avec qui en fait tu peux partager tes questionnements, tes difficultés? On a l'avantage d'être deux. Ouais, c'est l'avantage d'une association, c'est vrai que c'est ça. C'est chacun a son caractère, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais ça permet d'être unis justement dans les moments compliqués, de se dire voilà, on a ça comme situation. Moi, je pense que faut faire ça ou faut pas faire ça, et puis l'autre dire moi je te rejoins ou je te rejoins pas. Si je te rejoins pas, allez, chacun va pouvoir avancer un petit peu ses points de vue, et puis on va pouvoir prendre une décision plus globale ensemble. Donc ouais, le fait d'être deux, c'est de tout ce que on nous a mis en garde tellement de fois en disant les associations ça marche pas, et en fait s'il faut juste se respecter, s'écouter et pas vouloir imposer à l'autre, et puis ça marche très bien.
Ça, vous avez réussi à le faire d'emblée, pareil? Bah, on est copains d'enfance, hein, donc on se connaissait avant de travailler ensemble, et le fait de travailler ensemble, ça nous a donné envie de racheter quelque chose. Mais voilà, on se connaît d'avant, et on connaissait déjà nos défauts et nos qualités avant d'être associés. Donc ça permet de savoir où tu vas. Tu découvres pas des choses une fois que tu es confronté. On se connaissait déjà avant. Donc on sait, voilà, je sais que je suis peut-être plus, mon expérience justement des îles, je suis peut-être plus ouvert ou plus en recherche de choses qui sont pas forcément possibles, ou voilà. Donc parfois c'est à mon associé de me recadrer en me disant mais non, c'est pas des trucs, ça nous apportera rien au niveau de la société. Ouais, ok, on se reconcentre. Et inversement, des fois, à se dire, mais là, faut aller chercher ça peut être intéressant. Et puis, on récupère des nouveaux marchés, des nouvelles choses. Donc, ouais, on se concerte, et faut pouvoir être plusieurs. Bon. Quelques petites questions pour finir. Est-ce qu'il y a une personne ou un personnage qui t'inspire particulièrement? Gaston Lagaffe. Ok, pourquoi? Parce que c'est un inventeur hors pair. C'est un génie incompris. Un génie incompris. As-tu une chanson ou une musique qui te fait particulièrement une chanson, non. J'aime beaucoup Lindsey Stirling. J'aime beaucoup ces chansons qui sont aussi douces que rythmées. Okay. C'est ce mélange de dynamique et de mélodie. C'est ça que j'aime. D'accord. As-tu une citation qui te correspond? J'en ai une tous les mercredis matins. Ça change toutes les semaines, oui, c'est vrai. Une en particulier, non, je parle souvent de la comparaison avec le canard sur l'eau. En apparence, c'est calme, mais derrière, ça pédale. Dernière question, comment tu fais pour prendre soin de toi? Tu as parlé un peu de la nature tout à l'heure. Je m'écoute. Tout simplement. Quand j'ai besoin de temps pour moi, je prends du temps pour moi. Je suis à l'écoute de moi-même. Je sais avoir des excès de travail, et je sais aussi me poser. Donc c'est beaucoup d'écoute. Faut se ressentir soi-même. Et c'est quoi le signal pour toi? Comment tu fais pour te dire tiens, là, il faudrait que je prenne un peu de temps? Je vais pas jusqu'à ce moment-là. Je pense que je m'écoute suffisamment pour ne pas aller à l'excès. D'accord. On va pouvoir faire les surcharges de travail, mais jamais plus que ce qu'on peut. Je peux faire 12 rendez-vous par jour. Je peux peut-être en faire 15, mais si j'en fais 15 tous les jours, ça va peut-être être très compliqué. Et donc non, 12 c'est gérable, ça se fait. C'est peut-être un petit peu plus intense, mais ça se fait. Et puis quand on a besoin d'en faire que 10, c'est cool. Je pense que je m'écoute bien, et qu'avec le temps, j'ai plus besoin de m'écouter, entre guillemets. C'est le naturel. Le naturel fait que voilà, je sens. Et puis l'expérience aussi fait que tu sens quand ça va être quand ça sera pas gérable, quand ça va être trop. Donc tu sais aussi dire non quand tu le sens pas. Il y a l'instinct aussi qui vient derrière. L'expérience joue avec l'instinct, et les deux se mélangent bien. Bon, pour terminer, déjà pourquoi et comment contacter Atech? Pourquoi? Parce que on a tous des petites pannes de rien du tout. sur de l'électro, sur de la télé, sur de l'antenne, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font qu'on peut améliorer le quotidien. Et comment nous contacter? Le site internet, le téléphone. Venez nous voir en magasin, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Bon, merci beaucoup, Chris. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici.
Je vous invite donc à retrouver Chris et Atech, notamment en magasin ou sur le web. Je vous mets les liens dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.